et commencer à vivre. Fabrice Midal est donc philosophe et méditant. Il a fait un parcours très original, d'abord des études simplement de philosophie à la Sorbonne, avec une thèse autour de l'art et du statut de l'art dans la modernité. Mais parallèlement, il a redécouvert, il me le disait tout à l'heure, qu'il avait fait des études de philosophie avec une passion pour la philosophie, mais qu'il ne trouvait jamais dans son enseignement, qui était un enseignement qui ne le mettait pas en contact avec la vraie pensée. Et puis il a fait la rencontre de François Fédier, qui est un grand professeur de Cagnes. Il a suivi pendant 7 ans ses cours en Cagnes, et c'est par ce biais qu'il a retrouvé le goût à la philosophie, mais aussi qu'il a été incité en quelque sorte à s'intéresser au bouddhisme, plusieurs livres sur le bouddhisme et la modernité, et à devenir aussi méditant. Il a fondé une école, l'école occidentale de méditation, qui aujourd'hui rayonne beaucoup, qui fait des week-ends de méditation, qui intervient, qui propose avec cet abord très concret et très, je dirais, non sacré, cet abord pratique de la méditation comme un art de vivre, comme un mode de vie, aurait dit le philosophe Pierre Hadot, avec l'idée donc de renouer justement avec la philosophie comme mode de vie, ou art de vivre. Alors, cher Fabrice, ce que je vous propose, c'est d'abord dans un premier temps, donc on a 1 heure, dans un premier temps, que vous nous racontiez un petit peu votre parcours personnel, votre itinéraire intellectuel et biographique. Dans un deuxième temps, qu'on voit les propositions dans ce livre assez tonitruant et assez énergique. Et enfin, que vous répondiez dans le dernier quart d'heure, 20 minutes, aux questions dont je suis sûr qu'elles seront très nombreuses. D'abord, Fabrice, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la méditation comme philosophe? Alors, j'étais à la Sorbonne, et à la Sorbonne, en philosophie, je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Donc après le bac, je rentre et je vois bien que, en étudiant Nietzsche, il se passe quelque chose comme une sortie de la métaphysique qui ouvre à une autre forme de pensée. J'étudie Husserl, je vois bien que chez Husserl, il y a l'idée que la phénoménologie, comme rapport à l'expérience, change le rapport à la pensée, et qu'on parle d'une pensée qui serait non conceptuelle, mais un retour auprès des choses. Donc il y a pas mal de choses comme ça que je pressens. J'avais regardé le texte de Heidegger, Pensée calculante, pensée méditante, et quelqu'un me parle de méditation. Donc par curiosité, je me dis, j'allais regarder. Mais ça me semblait, je trouvais que ça répondait à quelque chose que je voyais dans mes études de philosophie. Et donc par hasard, je vais essayer la méditation. J'avais un peu peur de tomber dans une secte, alors j'étais un peu inquiet, mais je me suis dit, faut essayer au moins une fois, j'ai rien à perdre d'essayer au moins une fois. Donc voilà, la personne qui m'en avait parlé, qui était un copain de classe, je lui dis, de fac, je lui dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir avant d'y aller? Elle me dit, ah oui, il y a une chose que tu dois savoir, c'est tu vas devoir enlever tes chaussures, et donc n'aie pas de trou à tes chaussettes. Donc j'y vais, j'avais un peu peur, je me disais, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais je trouvais, voilà, ça répondait à quelque chose que je voyais de mes études, et du souci que quelque chose s'ancre dans l'expérience. Et puis donc j'y vais, et l'instruction que j'ai reçue, quelqu'un m'ouvre la porte, ou un type, il me fait rentrer dans une pièce, il m'apprend en 5 minutes, il me donne des instructions pendant quelques 5 minutes, puis il me fait rentrer dans une salle où il y a une vingtaine d'autres personnes, et j'ai pratiqué pendant 1 heure. Et l'instruction pendant les 5 minutes, il m'a dit, il n'y a rien à faire de particulier, juste soyez, tu peux juste être. Et je ne sais pas si c'est ses mots, si c'est sa présence, ça a été un vrai choc pour moi. J'étais très mauvais élève, toute ma scolarité, et moi on m'avait tout le temps dit peut mieux faire. J'avais toujours le sentiment que ça n'allait pas, que je n'avais pas vraiment le droit d'être. Et là, l'idée que j'avais juste à être, que la méditation, c'était pas faire quelque chose de plus, c'était juste s'autoriser à être, faire cette expérience, ça a été pour moi très, très frappant. Et je me suis tout de suite, je me suis senti à la maison. J'ai tout de suite senti que cette expérience répondait à quelque chose de très profond. Et ça m'a tout de suite parlé. Il se trouve que la personne qui m'a ouvert la porte, là j'ai eu un coup de peau, parce que c'était Francisco Varela,
qui était un grand chercheur en sciences cognitives, et qui travaillait beaucoup déjà à cette époque-là sur le rapprochement entre les sciences cognitives, la philosophie du Searle et ce qu'il avait appris de la tradition bouddhique. Lui-même avait appris la méditation aux États-Unis. Et donc, je n'ai pas eu affaire avec quelqu'un qui était dans quelque chose d'un peu flou, mais j'ai pu faire le lien avec mes études de philosophie. Et Francisco Varela a beaucoup travaillé sur Husserl, il a eu accès aux archives de Husserl, et il a beaucoup travaillé sur le rapprochement entre la méditation et la pensée, et la phénoménologie. Pour lui, c'était la grande rencontre de notre temps, c'était cette rencontre-là sur laquelle il a beaucoup travaillé. Donc après, j'ai aussi eu la chance d'être formé par quelqu'un qui avait cette exigence, et donc j'ai pas eu l'impression de quitter l'exigence rationnelle que je pouvais avoir à la fac, j'ai pas eu l'impression de partir dans quelque chose... mais c'était à la fois très concret, qui répondait à quelque chose du sens de l'Occident, et je crois que c'est ça qui m'a parlé. Je dis souvent que je ne crois pas que la méditation serait venue en Occident sans des gens comme Nietzsche, Husserl, Bergson ou Heidegger. Ça n'apparaît pas beaucoup dans le grand public. Dans le grand public, on voit la méditation connaît un grand succès, on ne voit pas. Mais je pense que c'est la philosophie qui a préparé la possibilité d'entendre cet autre rapport à l'existence auquel nous invite la pratique de la méditation. C'est-à-dire un rapport de pensée qui ne soit pas une pensée conceptuelle, un rapport non métaphysique, mais de pensée à l'existence. Cette attention-là, je crois que ça a vraiment ouvert un espace. Mais je parle de la philosophie, je pourrais dire aussi que pour ceux qui ont assisté hier au concert, la musique de Debussy prépare la rencontre avec la méditation, parce que c'est une musique autre, c'est une musique qui intègre le silence, c'est une musique de plein air, et donc je pense que tout ça a préparé la rencontre qui a une vraie dimension historique entre notre temps et la méditation. Alors, Fabrice, ce que je trouve justement très intéressant, c'est que, je dirais, c'est pas la première fois que l'Occident rencontre l'Orient, le bouddhisme, la tentation de l'ailleurs. Ça remonte à Schopenhauer, on pourrait dire philosophiquement, mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous ne voyez pas dans la méditation une sortie de l'Occident. Vous ne voyez pas dans la méditation une voie en rupture avec la philosophie. Souvent on présente ça en disant oui, les philosophes ils sont dans la raison, dans le concept, etc. On abandonne tout ça et on part, c'est la tentation de l'Orient. Or il me semble que tout l'intérêt de votre travail, à la fois théorique et pratique, c'est d'utiliser la méditation au contraire comme nous en avons besoin ici et maintenant. Ce n'est pas une curiosité pour l'ailleurs, c'est un besoin d'ici et maintenant. Je suis vraiment très touché de votre question, parce que je crois que c'est l'essentiel de ma conviction. Je n'ai aucun intérêt pour l'ailleurs. Et en effet, je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur tout ce qui m'habite. Je crois que c'est vraiment... je crois que la méditation nous aide à recomprendre ce qu'est la philosophie dans son ensemble. C'est-à-dire, parce que même Kant, il fait bien une expérience radicale. Ça, c'est ce que je décris dans mon livre, Comment la philosophie peut nous sauver. Là, j'ai fait tout ce travail pour voir la dimension méditative au cœur de la philosophie. Mais Kant, il fait bien une expérience radicale de la limite de la raison. C'est pas une conception abstraite. Moi, quand j'étais à la fac, on m'a appris Kant, j'ai eu l'impression d'apprendre du mécano. Donc on met comme ça, et là on démonte, on remonte. Et puis, grâce à la méditation, je me suis rendu compte que derrière le côté technique de la philosophie, il y a une expérience radicale qu'il essaye de nous montrer, qu'il habite, et on sent, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et comment on peut revenir à l'expérience. Donc pour moi, oui, la méditation réouvre quelque chose de l'Occident qui se fige, et qui est cette aspiration. Donc je crois qu'il faudrait dire qu'il y a deux éléments de réponse. D'une part, la philosophie, la méditation nous aide à réentendre la philosophie comme ce qui interroge l'existence, ce qui était déjà le cas de Socrate, qui va sur la place publique, qui interroge l'existence, et toute la philosophie. Moi, c'était le choc que j'ai eu un jour de comprendre qu'entre le platonisme et les textes de Platon, il y a un abîme, et que partout on nous apprend le platonisme, mais qu'est-ce qui se passe si on relit le texte de Platon? C'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus fluctuant, c'est beaucoup plus mouvant, et on a tendance à vouloir avoir un résumé de la philosophie de Platon, et
et quelque chose est perdu. Quand après mes études de philosophie, je suis devenu prof de philosophie. Donc moi j'avais appris Platon, le platonisme. Donc je savais par exemple que eidos c'est la forme intelligible. Je pouvais parler, alors j'avais compris. Et la collègue que je rencontre me dit mais non, non. Alors je dis oui, c'est la forme intelligible, c'est au-delà, c'est dans le suprasensible, enfin toute la théorie platonicienne. Et elle me dit non, non, eidos c'est le même mot que vidéo, voir, et c'est quelque chose qu'on voit. Et elle me dit eidos c'est le visage que présente la chose quand on la regarde comme il faut. Moi, ça a été un choc complet. Je dis, ah, donc eidos, c'est pas un truc que j'ai à apprendre, c'est une expérience que veut me montrer Platon. Il y a plein de vers différents, il y a des vers avec des pieds, il y a des vers sans pieds, il y a des vers pour boire de l'eau. Sensiblement, ils ne se ressemblent pas, et pourtant ils ont quelque chose de commun. Et ce commun, on peut le voir non pas avec l'œil de l'esprit, mais c'est quelque chose, c'est une expérience. Moi, j'ai dit, ah, mais on m'a jamais dit ça. Moi, je peux vous répéter du Platon, comment c'est critiqué par Aristote, après qu'est-ce que ça devient, mais comme expérience. Et donc, du coup, j'ai demandé les cours de son prof, qui était prof de Cannes, et donc, comme je ne suis pas un très bon élève, il m'a fallu 7 ans d'être auditeur libre pour essayer de comprendre quelque chose, mais ce qui m'a fasciné, c'était que en cours, il posait des questions extrêmement simples. C'était plus du tout François Fédier est caricaturé partout comme un heideggerien, donc on croit que c'est un truc doctrinaire, mais nous avions parlé d'Heidegger, il nous faisait faire une expérience. Donc ça a été très cohérent pour moi avec l'expérience de la méditation. Je me souviens... Excusez-moi une seconde. Méticuleux. Ça c'était... Imaginez que c'était un mouchoir, mais j'ai pas de mouchoir sous la main. Premier cours, donc je vais lui écrire j'étais très frappé par cette expérience méditative qui avait plein de points communs avec ce que je faisais. Donc premier cours, il dit qu'est-ce que ça veut dire. Ah ben, il faut que je dise une chose avant. Régulièrement, je me disais, bon, il est temps quand même que je trouve un métier, parce que donc du coup j'avais démissionné de l'éducation nationale, donc je faisais des petits boulots pour pouvoir assister aux cours tous les jours, parce que le cours de Cannes, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc lundi 2 à 4, mardi 10h à midi, jeudi 8h à midi, vendredi de 10h à midi. Donc trouver un boulot avec ça, c'était assez compliqué. Donc régulièrement, je me disais, bon, il faut que je retrouve un boulot, que j'arrête, ça va, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu fais les cours, il faut arrêter. Et chaque fois, quand je me disais ça, je me souviens, il posait une question, j'avais la réponse, et la réponse qu'il donnait était plus simple que ce que j'avais pensé. Et c'est pour ça que je suis resté. C'était pas plus compliqué, c'est toujours plus simple. Et moi, la philosophie m'a appris à être plus simple. J'étais beaucoup plus compliqué. Et c'est important de dire ça, parce que les gens ont l'impression que quand on est philosophe, on complique les choses. Mais c'était très technique des fois. Il y avait des cours qui étaient extrêmement pointus, mais c'était toujours quelque chose de simple. Et donc le premier cours, il demande qu'est-ce que veut dire expliquer. Et donc on lève la main, on essaie de dire qu'est-ce que c'est expliquer. Alors il dit non, non, non. Et il dit, il fait ça. Imaginez que c'est un mouchoir. De dépit. Alors il dit, est-ce que vous avez compris? Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, expliquer, c'est déplier. Expliquer. Et là, moi, d'un seul coup, je dis, mais vous voyez, c'est pas un truc intellectuel, on le voit, et je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer un texte? Ça veut dire déplier le texte. Moi, j'ai commencé à respirer. Enfin, je comprenais quelque chose. Parce que j'avais rien compris dans mes... je pouvais faire le singe savant, mais au fond, j'avais pas compris ce qu'était la philosophie. J'étais en doctorat, j'avais pas compris. Je pouvais faire tout ce qu'on voulait, mais il y a un truc qui me manquait. C'était cette expérience-là. Et la méditation m'a aidé. Mais pour moi, François Fédier n'a pas pratiqué la méditation. Il y a d'autres manières d'y arriver. Mais pour moi, la méditation m'a aidé à revenir à l'expérience dont parlent les philosophes, et qui parle de notre existence. Voilà, c'est une expérience qui parle de notre existence. Et aujourd'hui, la philosophie, c'est décisif. C'est décisif, la philosophie. J'y suis allé un peu fort avec mon livre « Comment la philosophie peut nous sauver ». Mais je crois que la philosophie peut nous sauver pour cette raison simple qu'elle nous parle de notre vie, et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où personne ne parle plus de nos existences. Moi, j'écoute la radio, on est tout de suite dans l'actualité,
des experts qui vous expliquent des choses qui seront dépassées. Et on ne parle pas de l'existence. Et je trouve que c'est ça qui est absolument salutaire de la philosophie. Et donc, je suis très 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 touché de ta question parce que je crois vraiment que pour moi, la méditation m'a permis de rester fidèle à ce qui me semble le grand cadeau que fait la philosophie à l'Occident. Est-ce que tu dirais que la méditation, pour filer la métaphore que tu viens d'utiliser, sert à déplier l'existence? Hier, à Debussy, tu nous as invités, en écoutant Debussy, à nous installer, à déplier notre corps peut-être, mais peut-être à déplier aussi tout ce qui est embrouillé dans notre esprit. Absolument, je crois que c'est très important. Et là, on voit encore, c'est-à-dire, Nietzsche est le premier à nous dire attention, toute pensée doit être liée au corps, on a oublié le corps, mais ça reste un truc intellectuel. Je trouve qu'il faut faire cette expérience-là. Par exemple, l'incroyable oubli du corps que nous avons, et que le corps, pour nous, le retour au corps dont on parle, reste très instrumental, et que le corps, c'est une manière d'habiter quelque chose, par exemple, c'est d'habiter notre existence, déplier notre existence. Ça, voilà, des choses que la méditation m'aide à comprendre. Alors concrètement, ce livre s'ouvre par une sorte d'appel, je te lis. Nous nous torturons à intégrer des normes, des injonctions, des modèles qui ne nous correspondent pas. Nous nous torturons parce que nous voulons mieux faire et que nous estimons ne jamais bien faire. Nous nous torturons parce que nous sommes persuadés que les autres, eux, savent bien faire. Nous nous torturons souvent sans qu'il nous soit rien demandé. Nous sommes pris dans un activisme frénétique qui nous rend complètement aveugles, happés par l'urgence de faire. Nous ne voyons plus qu'en réalité nous ne faisons rien. Nous nous agitons et nous oublions l'essentiel. Nous oublions d'oser. Foutez-vous la paix. Alors, je comprends très bien le diagnostic que tu fais sur ces normes qui pèsent sur nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire se foutre la paix comme réponse à ce poids des normes qui pèsent sur nous? Alors, d'abord, pourquoi ce langage? Moi, quand mon fils a vu ça, je lui ai dit arrête de dire fous-moi la paix. Et puis il m'a dit mais oui, mais ton ami Fabrice, il dit qu'il faut. Pourquoi est-ce que ce langage vulgaire? Alors d'abord, première chose, là on a parlé d'un certain rapport à la philosophie. Il y a un autre aspect central de la philosophie, c'est que le philosophe a comme responsabilité d'essayer de lire le monde, de voir l'enfermement propre au monde. Et je crois que, aussi, si la philosophie nous sauve, et la philosophie a un rôle majeur, c'est que la philosophie est à même de faire autre chose qu'un constat d'actualité sur ce qui ne va pas, mais d'essayer de discerner en profondeur qu'est-ce qui est la cause de nos souffrances. Et donc le livre vient d'essayer d'analyser ce qui nous fait souffrir, et je crois que ce que j'appelle à un moment la dictature de la rentabilité est en train de détruire tout, et d'agir en nous, je dirais même à notre insu. Donc je vais dire deux mots sur ça avant de pouvoir répondre à l'autre partie de ta question. Mais à notre insu, parce que on ne se rend pas compte à quel point on est sommé de devoir toujours faire mieux. On n'a jamais le droit d'être, pour reprendre la découverte que j'ai faite avec Francisco Varela. Et je suis frappé qu'un des signes majeurs de notre temps, qu'une des maladies majeures de notre temps, c'est le burn-out. Cette maladie très singulière dans laquelle on s'auto-exploite soi-même, qui est une maladie tout à fait nouvelle. C'est des gens qui veulent souvent faire le mieux possible, qui ont souvent plein d'allant, qui finissent par ne plus du tout s'écouter et s'instrumentaliser jusqu'au jour où ils ne peuvent plus se lever. Je crois que ça révèle quelque chose d'un profond problème de notre temps. Et que contrairement à ce que tout le monde raconte partout, qu'on est une société où les gens seraient trop égoïstes, je pense qu'on est une société où les gens ne savent plus s'écouter. Qu'on est pris par vraiment ce poids-là. Donc ça me semble, je voulais vraiment essayer de décrire le phénomène qui me semble expliquer beaucoup de nos souffrances. Alors, pourquoi foutez-vous la paix? Pourquoi cette expression? Ça m'est venu un jour. J'enseignais la méditation, et quoi que je fasse, à la fin de la séance, les gens me disaient « c'est très bien, mais j'ai pas réussi à le faire ».
tout le monde a l'air d'avoir réussi, mais moi je ne réussis pas à méditer. J'avais beau leur dire, il n'y a rien à faire, méditer c'est juste faire attention. Par exemple, hier dans le concert, j'ai dit, il n'y a pas d'expérience que vous devez vivre. Vous pouvez penser à autre chose, ça n'a aucune importance. Soyez juste ouverts à ce qui vous arrive, et c'est pas grave si vous pensez à autre chose, si vous avez envie de dormir, etc. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit « Ah oui, mais moi j'ai moins bien écouté la deuxième fois que la première, est-ce que vous pensez que j'ai un problème ?» Et je comprends, on est pris par ça, ça ne va jamais. Quoi que je dis, ça ne va jamais. Et donc, j'enseignais la méditation, j'essayais de montrer que on est en train de marcher sur la tête avec l'idée méditer pour être plus performant, alors qu'on est en train de souffrir de la dictature de cette performance. Il faut que je fasse une parenthèse. Quand je parle de la dictature de la performance, je ne dis pas qu'il ne faut pas être performant. C'est-à-dire, là aujourd'hui, on a rendez-vous à 9h, on est là à 9h. Mais la dictature de la performance nous empêche d'être performant. Il faut tellement que tout soit contrôlé qu'on n'est plus présent à ce qui est, qu'on n'est plus prêt à faire face aux défis de ce qu'on a à faire. Donc c'est important de voir, c'est une dictature au sens que tout est pris dedans. Pour que ce soit vraiment clair, aujourd'hui, on a tendance à vouloir mesurer dans un hôpital, parce que je travaille pas mal dans les hôpitaux sur la méditation, et les infirmières me parlent beaucoup, qu'on mesure de plus en plus leur activité en voyant le nombre d'actes qu'ils font dans une journée. Mais si on ne compte pas la qualité de présence, et ça, comme on ne peut pas le mesurer, ça ne compte plus. L'écoute, la bienveillance qu'il peut y avoir, comme ça ne compte plus, qu'on ne compte plus le nombre d'actes qu'il fait dans une journée, est-ce qu'à la fin, on a fait quelque chose qui est rationnel? Non. Est-ce que cette dictature de la performance ne va pas contre le sens véritable de quelque chose qui soit performant? Donc il y a tout ça qui est au cœur du processus. Et donc, à un moment, j'ai fini par dire aux gens dans cette séance de méditation, mais juste foutez-vous la paix. Et là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, que la phrase avait une certaine puissance. Donc, je vois juste que cette phrase parle. Et alors, au début, les gens m'ont dit, bon, vous parlez du lâcher-prise. Mais, foutez-vous la paix, c'est pas lâcher-prise. Si je suis en colère et qu'il faut que je lâche prise, moi, quand on me dit lâche prise, moi je m'énerve encore plus. Je sais pas pour vous, mais moi... Donc si je suis en colère, ou je suis irrité, ou je suis triste, on me dit lâche prise, déjà je me crispe. Et dans lâcher prise, il y a l'idée, il ne faudrait pas que je sois en colère. Foutez-vous la paix, c'est comme ça. Je suis en colère, je me fous la paix, c'est ça qui se passe. J'entre en rapport à ce qui se passe, tel que c'est. Donc je trouve qu'il y a une certaine pertinence de l'expression. Elle fait quelque chose, en plus, comme elle est un peu neuve, on n'a pas l'impression d'avoir déjà entendu, donc peut-être que dans 2-3 ans, ça sera plus parlant. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est parlant. Et ce geste on se fout la paix, c'est on s'autorise à être en rapport à ce qui se passe. Ça ne veut donc pas dire du tout une démission. C'est un peu le malentendu principal qu'il y aurait sur mon livre. Bon d'accord, je me fous la paix, donc je ne fais plus rien, je reste. Mais c'est le contraire. Foutez-vous la paix, c'est enlever la pression pour pouvoir enfin faire ce qu'il y a à faire. Il y a 2 mois, il y a une jeune journaliste, je ne l'ai pas vue et je ne sais pas tout le détail, mais sans doute elle devait être toute jeune, peut-être stagiaire. Elle m'appelle pour faire un entretien pour un journal dans une ville en province. Et donc elle me pose des questions et c'était un peu... Elle annonce ces questions qui sont mais sans rapport vraiment au livre. Donc, alors, vous dites dans votre livre qu'il faut méditer. Est-ce que et j'essayais de parler avec elle, d'avoir un rapport, mais impossible. C'était complètement à distance. Bon, c'est comme ça. J'essaye. J'étais un peu mal à l'aise. 1 heure après, elle me rappelle. Je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Donc, il faut qu'on recommence. Alors, elle était un peu, là, du coup, elle était vraiment mais très gênée. Et on a commencé à parler. Et puis, donc moi, j'ai essayé de rigoler avec elle, ça n'avait pas d'importance. Et il s'est passé quelque chose, du coup, elle était tellement gênée qu'il y a quelque chose... à un moment, elle s'est foutue la paix. Et elle a commencé à me poser des questions, mais des vraies questions
Et, ah oui, ce que vous dites est tout à fait intéressant, c'est ce que je me disais, c'est ce que je parlais avec ma mère hier, donc je pense qu'elle était... l'entretien est devenu passionnant. Et j'ai vraiment vu que la première fois, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle avait tellement peur de mal faire qu'elle n'osait rien. Elle n'osait rien. Et quand elle s'est foutue la paix la deuxième fois à cause de cet incident et de voir que je m'en foutais, qu'on pouvait rigoler, que ça peut arriver à tout le monde, elle a osé être elle-même, elle a pris un risque. Et c'est ça, foutez-vous la paix. Donc c'est pas du tout une démission, c'est au contraire retrouver la possibilité de prendre un risque, d'être soi, de poser des questions, d'être dans la situation. Ce que j'adore, c'est qu'avec vous, Fabrice, tout peut devenir l'objet d'une expérience méditative. Aussi bien, pas uniquement les choses nobles comme le concert de Debussy, mais une interview, peut-être sans doute même conduire en voiture, peut donner lieu à une expérience méditative. Oui, parce que ça parle de notre existence et qu'on n'est pas coupé en morceaux, qu'on a toujours à essayer d'éclairer notre existence. Donc oui, et là en nouveau, ça c'est fidèle à toute la philosophie. Tous les philosophes prennent des exemples très simples. Depuis Socrate, il y a cette nécessité, oui, de quelque chose qui soit très concret. Alors, tout de même, vous dites bien, je ne suis pas là pour délivrer un vademecum, pour vous donner des nouvelles injonctions méditatives, mais tout de même, il y en a quelques-unes. C'est pas n'importe quoi, il y a tout de même certaines règles à suivre. Ne fût-ce que la quatrième de couverture, cessez d'obéir, cessez d'être calme, cessez de vouloir être parfait, cessez de rationaliser, cessez de vous comparer, cessez d'avoir honte, cessez de vous torturer, cessez de vouloir aimer. Ça fait quand même beaucoup d'injonctions pour quelqu'un qui ne veut pas délivrer d'injonctions. Oui, mais si on les lit comme ça, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Ça change tout. Parce que je pense qu'il y a cessez d'obéir parce que vous êtes déjà intelligent. C'est pas cessez d'obéir, oh mon Dieu, comment je vais faire, mais cessez d'obéir parce que vous êtes déjà intelligent et en voulant obéir, ça vous tétanise, il y a quelque chose en vous. Donc, oui, il y a quelque chose de paradoxal dans mon titre, mais je crois que pédagogiquement, ça se passe comme ça. Il y a cette invitation qui réouvre quelque chose qui est en nous auquel on n'a pas fait confiance. Et c'est ça, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Et c'est ça qui s'est passé avec la jeune fille qui m'interroge. Elle voulait obéir à toutes les règles de ce qui doit être un entretien, alors qu'elle était intelligente et que si elle posait des questions par elle-même, elle n'a pas besoin de ça. Donc j'assume complètement le fait de ces formulations qui visent à libérer par rapport à la manière dont c'est... Et c'est la première chose. Et le deuxième point, les injonctions ne sont pas un problème. Pardon, pour moi, il y a une injonction, je dois venir ici à 9h. Ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est embêtant, c'est les injonctions paradoxales. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. C'est qu'on nous fait une injonction. Quelqu'un m'a raconté que dans son boulot, il est dans une boîte depuis très longtemps, on lui donnait chaque année des objectifs à faire, et à la fin de l'année, il avait un entretien pour voir si ces objectifs étaient accomplis. Et maintenant, le nouveau DRH a décidé que c'était absurde de mettre un objectif, ça voulait dire qu'il peut s'arrêter à un moment. Donc il n'y a plus d'objectif, il faut toujours faire plus. Ben là, il est dans une situation qui est intenable, c'est-à-dire ça ne va jamais. Il ne peut jamais avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Dès qu'il a fait, il faut faire plus. Ça, c'est une injonction paradoxale. Vous ne pouvez plus réussir à y répondre. Et je trouve que ce qui je pense qu'un des éléments de la souffrance aujourd'hui, c'est qu'on est tous pris par ces injonctions. Il faut être plus, il faut faire mieux. C'est impossible. Être une mère parfaite, c'est impossible. Donc, c'est ces injonctions impossibles qui nous... mais venir ici à 9h, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une injonction très simple. J'ai mis mon réveil, je me suis levé, je peux venir. Mais si il faut faire quelque chose encore plus parfaitement, je ne peux pas. C'est ça qui est la source de l'enfermement. Je comprends bien. Concrètement, tout de même, je retrouve mon fils, je lui raconte, voilà, j'ai rencontré Fabrice, il dit qu'il faut cesser, il faut se foutre de la paix et commencer à vivre. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des dispositifs qu'on peut installer dans nos vies pour faire place à des petits moments un petit peu plus concentrés? Est-ce que c'est pas ça aussi la méditation? D'abord, alors il y a deux manières de répondre. D'abord, la première chose, c'est
le livre essaie de décrire plein de manières dont on a de ne pas se foutre la paix. Donc c'est pas foutez-vous la paix de manière abstraite, c'est par où on se fout pas la paix. Il y a plein de manières différentes. Il y en a qui se foutent pas la paix en voulant être dans une sorte de perfectionnisme complet, il y en a d'autres en voulant tout le temps être aimé. Moi j'ai une tante, elle veut que tout le monde soit content. Quand on va arriver chez elle pour manger, elle ne s'assoit jamais à table. Elle veut tellement bien faire que c'est juste... Mais c'est sa manière, elle, de ne pas se foutre la paix. Et j'étais chez elle pour Noël. Je sais pas, j'étais dans une sorte d'inspiration. Je suis assez fier parce que je suis avec elle à Noël. Donc elle est dans la cuisine, elle court tout le temps. On arrive, tout de suite, elle nous met une assiette. C'est juste... elle est adorable, mais c'est juste trop. Et là... Alors, je vais dans la cuisine lui parler, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Alors, je lui dis, je suis en train d'écrire un livre, foutez-vous la paix. Ah bon, c'est quoi? Puis je sais pas, et puis je lui dis, tu sais, tu pourrais aussi te foutre la paix. Et je sais pas, normalement, elle aurait dû très mal le prendre. Là, je sais pas, j'étais porté par le... Et elle a entendu, et elle s'est assise, elle a dit, ah oui, c'est vrai. Et il s'est passé quelque chose qu'elle a... Donc, dans le livre, j'essaie de décrire différentes manières dont on a tous de ne pas nous foutre la paix. Donc, si tu rentres et que tu vois ton fils, je ne pense pas qu'il faut lui dire « fous-toi la paix ». Mais il faut voir par où il se met une pression qui l'empêche d'être lui-même. Ça peut être la peur, ça peut être le fait qu'il faut tout contrôler. Et donc il faut trouver le moyen. Et bien sûr, la méditation peut aider, mais il y a d'autres manières que la méditation. Moi, la méditation m'a aidé, mais mon éditeur court le marathon. Alors au début, je me suis dit, il ne va rien comprendre à mon livre. Parce que moi, je connais rien au sport. Depuis que je suis petit, je ne suis pas très bien latéralisé, courir, tout ça. Donc j'avais l'idée, le sport, ça va être le truc. Il court le marathon, lui, surtout, il ne va pas se foutre la paix. Donc je lui donne le livre et il me dit, mais c'est exactement ce que j'ai fini par comprendre. Pendant longtemps, donc il a un très haut niveau, il court le marathon, il va dans tous les pays courir le marathon. Il me dit, pendant longtemps, je me mettais la pression. Et le jour où j'ai compris qu'il faut que j'ai plaisir en courant, j'ai vraiment progressé et je le fais pour apprendre à me foutre la paix. Donc il y a plein de manières de se foutre la paix. La méditation, c'est une manière, et vous pouvez courir. Lui, c'est sa manière à lui d'apprendre à se foutre la paix. Et on m'a raconté cette anecdote qui peut-être éclaire ce que je veux dire par foutez-vous la paix. C'est une demi-finale de Roland Garros en double. Yannick Noah, qui coachait les joueurs, leur a dit, moi qui connais rien, qu'est-ce que va dire Yannick Noah à des joueurs de tennis il va leur dire, attention, la France entière vous regarde, surtout c'est le moment de ne pas déconner, donne le meilleur de toi-même. Ben, pas du tout. Il leur a dit, faites-vous plaisir. Et on voit bien, faites-vous plaisir, c'est-à-dire s'il leur dit, la France entière vous regarde, il va les tétaniser. En leur disant, faites-vous plaisir, ils vont trouver en eux des ressources. Et bien, foutez-vous la paix, c'est pareil, c'est faites-vous plaisir. C'est ce changement-là. Et donc, voilà, il y a plein de manières différentes de se foutre la paix, mais je crois crucial de réussir à qu'on trouve notre manière à chacun de nous foutre la paix. Alors, une dernière question avant de vous céder le micro. Votre démarche est aussi, ta démarche est aussi philosophique et voire métaphysique, et tu fais le lien, par exemple, avec ce que tu cherches à obtenir, et deux concepts philosophiques très métaphysiques, chez Nietzsche, l'amor fati, et chez Heidegger, ce qu'il appelle justement, pas le lâcher-prise, mais le laisser-être. En quoi est-ce que cette recherche de l'instant où nous sortons des injonctions mentales et que nous sommes présents au visage des choses, c'était quoi ta formule, le visage? Le visage te présente la chose quand on la regarde comme il faut, voilà. Pour traduire Eidos. En quoi est-ce que cette expérience nous met en contact avec ce que Nietzsche appelait l'amor fati, le destin, ou avec ce que Heidegger appelait l'être? Alors je dirais, je crois qu'une des expériences qui est au cœur philosophique du livre, c'est questionner la volonté. C'est de mettre en question ce qui est devenu la volonté, et c'est de repenser l'être humain autrement qu'à partir de la volonté, et donc une certaine critique d'une certaine entente de la subjectivité. Ça, c'est, je crois, le premier point. Je vais raconter une anecdote plutôt que répondre à la question. Un mot central à la pensée de Heidegger, c'est Gelassenheit, qu'on a traduit en français par sérénité, qui me semble une très mauvaise traduction, parce qu'on va exactement dans le sens, moi je dénonce que la méditation soit là pour se calmer. Je trouve ça complètement agressif, il faut vous calmer. Un enfant, il faut calmer les enfants, mais je trouve ça horrible.
Moi, mon filleul, il est venu à la maison, il court dans tout l'appartement, il me défait tout, mais c'est un enfant, je ne vais pas lui dire de se calmer. Je veux qu'il soit en paix, mais il était heureux, il court, c'est très bien. Après, il faut jouer, faut aller se cacher, après... Mais donc je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable dans l'idée de se calmer. Et je pense que Gelassenheit ne veut pas dire sérénité. Il se trouve que Jean Beaufray a traduit Gelassenheit par désinvolture. Et qu'il y a un texte de François Rostand, que j'ai beaucoup connu et avec qui j'ai souvent parlé, où il parle de la désinvolture. Et ça joue un rôle important chez François Rostand, la désinvolture. François Rostand était un très grand hypnothérapeute, mais aussi un philosophe, quelqu'un d'absolument exemplaire. Un jour, je vais dîner avec François, et je lui dis, vous dites le mot désinvolture, est-ce que ça a à voir donc, avec la Gelassenheit chez Heidegger et chez Jean Beaufray? Alors il me dit, tout à fait, et Gelassenheit vient même de plus loin, on trouve ça déjà chez Maître Eckhart, et c'est cette idée de laisser être, mais que lui appelle désinvolture. Et j'ai trouvé ça très éclairant. Désinvolte, c'est un peu négatif pour nous, mais là, quand on est désinvolte, il y a quelque chose auquel on fait confiance. Et c'est cette modalité-là que j'essaye d'approcher. Et puis là, donc moi j'ai toujours un petit carnet, et donc j'avais préparé bien mes questions, parce que quand je voyais... Il est toujours assorti à ton costume? Oui. Quand je voyais François Rostand, alors j'avais bien préparé toutes mes questions, donc la première question, voilà, Gelassenheit, le rapport entre désinvolture chez vous et chez Heidegger, puis alors j'avais toutes mes questions, puis là il me regarde et me dit, est-ce que vous ne voudriez pas être un peu plus désinvolte? Je lui dis, oui. Alors il dit, rangez votre carnet. Non mais, ça j'entends bien, mais là, tu restes encore sur une dimension, pas psychologique, mais ayez l'audace de... Non, parce que... du chemin, c'est quoi l'expérience métaphysique qu'on fait au bout du chemin? L'expérience de la Gelassenheit, c'est vraiment cette expérience de renversement complet, au lieu de penser que je suis le centre dans ma volonté comme sujet autoréférencé qui s'autodécide de lui-même. L'idée de la Gelassenheit, c'est l'idée que être un être humain, c'est s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand que lui, qu'il faut laisser être. Donc c'est ce mouvement-là. Je laisse être, mais de telle manière que je suis au summum de mon être, au sommet de mon activité. Et ça, c'est ça la désinvolture. Je donne une anecdote, mais quand il m'a dit lâche ton carnet, il y a une plénitude de relation qui est là. Tu n'as pas besoin de le vérifier. Et les questions que tu me poses, tu vas pouvoir me les poser d'une autre manière. Et vouloir tout mettre dans des cases. Mais il dit ça pour moi à ce moment-là. À un autre moment, c'est très bien d'avoir un carnet. Mais il voyait qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose comme une restriction de mon être. Et qu'il y a un acquiescement fondamental. Il y a un acquiescement fondamental qui transforme le rapport à l'existence. J'insiste juste, puis je m'arrête, c'est qu'il me semble que ta singularité, en regard du marché qui existe aujourd'hui, méditant, etc., c'est que tu invites à être soi, mais pas au repli psychologique, pas à la culture du soi, à s'ouvrir, tu disais à l'instant, à quelque chose de plus grand. Je pense que ce qui me distingue de beaucoup de choses, c'est le fait que je ne parle pas de bien-être, de sérénité, de soyez zen, tout ça me semble mais profondément... non seulement ça, je ne dis pas ça, mais je pense que c'est une incroyable erreur. C'est une incroyable erreur de parler aux gens de soyez zen. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas en lui disant sois zen qu'il va aller mieux. C'est en entrant en rapport à ce qui se passe avec intelligence que quelque chose peut se transformer. Donc je pense que le discours aujourd'hui sur la méditation ne permet pas d'aider véritablement les gens. C'est profondément... c'est aveuglant. Et je trouve que le rapport qu'on a au bien-être est absurde. C'est pas une question de bien-être, c'est une question centrale, c'est une question d'existence. Donc ça, je crois que c'est une des choses... que l'idée qu'il faudrait être calme est une idée mais complètement absurde. Il s'agit d'être vivant. Et être vivant, être en paix, ça peut aussi vouloir dire être traversé par l'enthousiasme, par la vie. Dans des droits. Oui, donc je parle beaucoup de l'enthousiasme dans mon livre, comment la philosophie peut nous sauver. J'essaie vraiment de montrer à quel point la philosophie est d'abord une érotique. Depuis Platon, il y a quelque chose... Le philosophe est marqué par Eros. Socrate est présenté comme un nouvel Eros.
Donc il y a ça. Après, évidemment, moi, tu as raison de souligner, il y a aussi la dénonciation d'un rapport psychologique très, très étroit qui me semble enfermer les gens dans leur moi-même et encore moi. Et que s'il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est s'écouter, mais s'écouter, c'est écouter le monde. Donc je crois que ça c'est absolument central, que si la méditation a un sens, c'est qu'elle nous ouvre à la vie, elle nous ouvre au monde, elle nous ouvre à l'inconnu, elle nous ouvre à quelque chose qui est plus grand que soi. Et je trouve que la manière dont aujourd'hui la méditation est présentée comme un outil de gestion du stress ou comme un outil d'enfermement en soi-même va à l'encontre de ce qu'elle peut nous offrir. Par exemple, tout le monde parle de gestion du stress, c'est juste, mais c'est écrasant, parce qu'aujourd'hui tout doit venir de l'ordre de la gestion, qui est un mot complètement du domaine économique. Et il est temps qu'on ait un rapport non économique à soi. Les gens parlent de gérer leurs émotions, mais il faut écouter ces émotions. Il faut détendre nos émotions, il faut se relier à nos émotions, il ne faut pas les gérer. Maintenant, on parle de gérer ses enfants. Il y a une journaliste qui m'a dit « Comment on fait pour gérer ses enfants ?» Moi, je dis « Mais si vous gérez vos enfants, c'est déjà foutu. » Il dit « Vous jouez sur les mots. » Je dis « Non, ça trahit quelque chose que vous parliez du domaine. Il faut gérer son compte en banque, ça c'est très important. Mais il faut écouter ses enfants, il faut aimer ses enfants, il faut se relier à ses enfants. Donc oui, il y a tout ça qui, je crois, qui est au cœur de mon engagement et de mon souci de rendre cette possibilité aux gens. Merci Fabrice. Alors il y a un micro, n'hésitez pas, les objectifs. Écoutez-vous l'appel est non pas une démission, c'est la manière de faire les choses le mieux possible. Ce n'est pas en se mettant la pression qu'on va y arriver. Ce n'est pas en que les gens se retrouvent dans un burn-out, ne réussissent plus à se lever, qu'ils vont réussir à faire les choses. Donc je crois que votre question témoigne d'un vrai problème. Vous pensez qu'on ne peut réussir à faire les pièces des choses et qu'on ne peut faire fonctionner la société qu'en étant écrasé. Ça n'est pas vrai et ça n'est pas possible. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et les gens souffrent trop. Donc on doit trouver une autre manière de faire. C'est indispensable. Et je crois vraiment que ce dont je parle n'est pas quelque chose d'abstrait et de l'ordre du rêve. C'est redonner la place à quelque chose de notre humanité. Et moi, je veux bien qu'on fasse une pièce d'un Airbus, mais je ne vois pas pourquoi ça doit se faire en sacrifiant l'humanité de l'être humain. Et je crois que ça, c'est absolument central aujourd'hui. C'est un peu singulier, mais... et je vous ai pas raconté, j'ai arrêté après 7 ans, juste parce que François Féguier est parti à la retraite, sinon j'y serais encore. Oui, c'était tout à fait... Oui, ça ne ressemble pas à l'éducation nationale, parce que... non, mais c'est très bien. Mais il faut les dire, on n'a rien dit à personne. Hein? On n'a rien dit à personne. Ah oui, d'accord. Non, mais... On va passer une autre question. Alors l'autre question, c'est sur... Foutez-nous la paix. Vous avez dit... Arrêtez de vous torturer et repérez toutes les manières avec lesquelles on n'en fait jamais assez. Ça peut vouloir dire révoltez-vous, ça peut vouloir dire... Il y a plein de manières différentes que ça peut signifier. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. La vie est là en nous, mais en voulant tout contrôler, on n'est plus en rapport avec elle. J'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de thérapeutes. Le cœur de tous les grands thérapeutes que j'ai vus, c'est ça qui se passe dans la relation avec un patient. Ils essayent de montrer au patient qu'il peut se foutre la paix là où il croit que lui ne peut pas le faire et commencer à vivre là où il croit que c'est fermé. Et donc toute la relation thérapeutique, c'est par où je peux réouvrir l'espace là où on croit que c'est fermé. C'est ça que j'essaye de montrer. Donc ça a des résonances évidemment. Je pense que je décris le cœur de la dimension thérapeutique, mais évidemment il y a une dimension politique. La dimension politique, c'est que je crois moi que si la méditation a un sens aujourd'hui, c'est de pouvoir réhumaniser le rapport, et là aujourd'hui il est perdu. Donc s'il y a révoltez-vous, le révoltez-vous il serait déjà en réhumanisant la relation. Je pense justement au travail, le travail aussi politique. Oui. Et complètement dominé par la rationalisation et par tout ce que vous rejetez. Oui. Mais comment voulez-vous que les gens soient en paix
et réagissent, comme vous le dites, sans carnet, sans préparation, mais soyez présents. Pour le carnet, faut que j'étais très précis. François Roustan m'a dit ça à moi, que le carnet là m'empêchait d'être en rapport à lui. Mais il y a des moments où je prépare intensément mon travail. C'est pas du tout de cet ordre-là qu'il s'agit de faire. Mais je comprends votre difficulté. C'est très surprenant parce que tout ce qu'il y a derrière les exemples que je raconte sont très simples, mais il y a vraiment un changement très profond de paradigme auquel j'invite dans le livre. Et je crois qu'il y a un changement de paradigme qu'il nous faut faire. Je crois qu'on ne se rend pas compte qu'on s'égare. Et par exemple, sur la rationalité, aujourd'hui, la rationalité devient irrationnelle. Et là, ce que je dis, moi je suis très sensible aux travaux de Kahneman, qui est le grand prix Nobel d'économie, qui montre que ce qu'on présente comme rationnel dans la plupart des décisions économiques est complètement irrationnel. Parce qu'on a tellement simplifié le domaine de décision. Et Kahneman a commencé sa vie, un grand cabinet de gestion de fortune lui a demandé de pouvoir trouver une manière d'être sûr qu'on récompense le meilleur à la fin de chaque année. Donc il a pris les 30 années de l'entreprise pour essayer de mesurer, de trouver un schéma rationnel qui permettrait de dire qui est le meilleur. Et après donc, beaucoup d'études, il vient voir et il leur dit, en fait, chaque année, vous récompensez le hasard. Il n'y a l'ensemble des paramètres fait qu'il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre, vous avez que des gens très compétents, et vous récompensez le hasard. Et à partir de là, il a fait tout son travail économiste pour montrer que les choses, de redonner un peu de la complexité qu'on avait oubliée. Et je crois que ça, c'est tout à fait central. Aujourd'hui, le rapport qu'on a à la rationalité est devenu extrêmement étroit. Moi, je suis aussi donc, comme j'étais mauvais élève, je n'avais pas du tout compris jusqu'à ce que je lise un livre il y a un an, que partout on nous dit la moyenne. Moi, je pensais bêtement que la moyenne, c'était plus de 50%. Maintenant, j'ai découvert que la moyenne, ça peut être 5-6%. Et donc, aujourd'hui, tout est... Donc, par exemple, il y a un traitement qui a été fait pour éviter le cancer du pancréas. Le médicament est valable pour 7% de la population. S'il y avait 3 molécules différentes, légèrement différentes, on pourrait avoir un beaucoup plus grand axe. Mais comme on fait tout est calculé par la moyenne, quand on dit un enfant doit apprendre à lire à tel âge, mais c'est une moyenne qui ne correspond qu'à une fabrication, statistique qui ne correspond pas forcément à quelque chose. Un jour, dans les années 60, ils avaient essayé de créer le cockpit d'un avion, le siège, avec toutes les mesures pour faire le siège pour tout le monde, qui serait valable pour tout le monde. Personne ne pouvait rentrer dedans, personne n'avait les dimensions. Donc ils ont inventé des sièges adaptables. Mais qu'est-ce que ce serait de penser un médicament adaptable? Qu'est-ce que ce serait de penser? Donc voilà, ça serait vraiment rationnel. Mais là on nous dit, voilà, la moyenne dit ça, et on est écrasé, et c'est irrationnel. Donc c'est toutes ça, ces questions-là. Donc mon propos n'est pas du tout une critique de la rationalité. C'est sauver la rationalité qui est menacée aujourd'hui par des simplifications qui ne sont pas rationnelles. Très bien. Une dernière question, oui, merci. Mais foutez-vous la paix, c'est-à-dire enlever la pression qui nous écrase. Et moi je dirais, si vous foutez la paix, vous serez ponctuel. Se foutre la paix, c'est pas ne plus être ponctuel, c'est être ponctuel. On a l'impression que c'est une démission, mais votre question tourne autour de cette idée-là. Si on se fout la paix, il y a une forme de démission des exigences. Et je crois que c'est le contraire. Je crois qu'il faut qu'on réussisse à entendre que la manière dont on pense, qu'on croit qu'on peut faire des choses qu'en se mettant la pression et qu'en étant écrasé, n'est pas juste. Et qu'il y a une autre possibilité d'être vraiment, vraiment précis, vraiment efficace, sans avoir à se torturer. Nous croyons, derrière les questions, derrière votre question, j'entends, il y a quand même l'idée que si je me torture, si j'essaye de tout contrôler, si j'essaye d'être absolument parfait, alors je vais réussir à faire les choses. Et c'est exactement le contraire. Juste, on doit terminer. La deuxième partie de la question, est-ce qu'il peut y avoir une expérience commune? C'était ça le sens de la question aussi. C'est-à-dire, si tout le monde se met à partir dans son chemin, est-ce qu'il peut y avoir du commun dans cette démarche de retrouver une certaine du jeu dans les... Je dirais que tant qu'on ne se fout pas la paix, il n'y a pas de commun.
on est enfermé dans quelque chose qui nous ronge. Et à l'instant où je me fous la paix, je suis en rapport à ce qui peut se passer. Et donc, mon livre est une méditation sur l'action. Je pense que ça, c'est absolument central. Et donc, je dirais, la seule possibilité pour qu'il y ait du commun, c'est de comprendre que je ne suis pas un individu fermé sur lui-même. Et foutez-vous la paix, c'est de dire que je ne suis pas un individu fermé sur lui-même qui doit faire un effort pour s'ouvrir aux autres. C'est que je suis d'emblée ouvert, je suis d'emblée relationnel. Et ça, c'est absolument si je me fous la paix, je vois que je suis d'emblée relationnel. Et c'est ça qui est aujourd'hui absolument menacé. On est enfermé dans une identité au lieu de voir à quel point c'est ouvert. Merci beaucoup Fabrice Midal. Il y aura une signature, il y aura une signature de Fabrice. Vous pouvez continuer vos questions.